Bonjour Falco, Bonjour Michael, comment vas-tu? je vais très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Bon, ravi de te voir. Moi aussi, je suis content de m'entretenir avec toi et je te remercie de participer à Culture Co, les entretiens en live sur Facebook tous les jours à 14 heures qui donnent la parole à ceux qui font la culture d'aujourd'hui. Et grâce à ça, nous allons pouvoir retracer ton parcours depuis tes débuts en structurant cet entretien donc par cette première partie et ton parcours. Et puis on parlera évidemment de la situation actuelle à laquelle nous avons tous été confrontés, avec les conséquences que ça a eu pour toi, comment tu as occupé cette période. Et puis on parlera de l'après, évidemment, avec les projets à venir, une fois que cette période de confinement sera terminée, on l'espère, évidemment, le plus rapidement possible. Enfin bon, ça reste à discuter, mais en tout cas, voilà, on espère que le cours normal des choses, culturellement parlant, pourra reprendre le cours normal des choses. Encore une fois, merci à toi de participer à Culture Co. Et puis, eh bien voilà, écoute, je te laisse la parole, je te laisse te présenter, s'il te plaît, à titre personnel. Eh bien, Michael, je te remercie de m'avoir invité dans tes entretiens. Je trouve cette initiative fort intéressante. Et bien, puisque c'est mon tour d'y participer, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Felco, qui est en fait une anagramme incomplète de mon nom et de mon prénom, puisqu'à l'état civil, je m'appelle Florent Ecomi. Et je me souviens qu'à mes débuts, lorsque je recherchais un pseudonyme, l'idée de porter un pseudonyme qui n'est pas grand-chose à voir avec moi sur le plan biologique ou sur le plan des origines me posait un problème. Tu vois, donc j'ai cherché, je te passe tous les noms que je me suis inventé au départ, et puis je me suis dit pourquoi pas refabriquer un nom en changeant l'ordre des lettres de mon prénom et de mon nom, ou des deux. Et donc, après plusieurs essais, je suis arrivé à ce patronyme de Felco, qui présentait l'avantage d'être court, donc d'être facile à prononcer, et aussi, je me suis rendu compte qu'il permettait d'être prononcé facilement un peu par toutes les origines, par tout type de personnes. Je te raconterai après un peu mon parcours, mais comme j'ai beaucoup voyagé dans ma carrière, je me suis rendu compte, par exemple, que mon nom, dans certains coins du monde, on n'arrivait pas à le prononcer, même mon prénom. Florent, pour les gens qui sont anglophones, c'est un peu compliqué. Dans certains pays, c'était pareil. Alors que Felco, ben, je me suis rendu compte que qu'on soit japonais, africain, occidental, etc., ça passait très bien. Et vu mon type, ça a présenté aussi l'avantage d'avoir un côté un peu ethnique qui me collait très bien. Donc voilà D'accord. pourquoi. Donc, une recherche d'un pseudo professionnel qui permet à la fois de te retrouver dedans, puisqu'il fait partie, ce sont les lettres de ton nom, ton prénom, C'est quelque ça. chose qui soit un peu international prononçable, on va dire, un peu par tout le monde, et tout le monde, vraiment, c'est pertinent. Et puis, faire ressortir un peu ton côté ethnique, on va dire, comme tu l'as dit, tes origines, en tout cas, on va dire, qui te concernent. Donc, c'était quand Voilà. même bien, bien réfléchi. Tu as dû y passer Voilà, un il y petit peu avait, par l'origine. il y avait un double objectif de cohérence avec moi-même et d'efficacité, de stratégie de communication. Voilà, mais ça, c'est arrivé sur le tard, hein. Je me suis appelé bien autrement avant. Voilà, donc je parlais d'origine ben, parce qu'en fait, je suis gabonais par mon père et français par ma mère, donc métissage. Je suis né à Paris, mais j'ai vécu quand même une douzaine d'années au Gabon, donc pendant mon adolescence principalement. Voilà, donc à cette époque-là, il n'y avait pas de musique chez moi, enfin un minimum, disons, mais mes parents n'étaient pas du tout des artistes. D'ailleurs, pour autant que je sache, dans ma famille, il n'y a pas d'artiste. Donc je suis un petit peu le seul qui a emprunté cette voie. Auparavant, je faisais des études de médecine. Après mon bac, j'ai opté pour la médecine. Alors, j'ai pas été au bout parce que justement, j'ai commencé à sentir un problème de. Je me suis senti en décalage avec le monde dans lequel j'évoluais, le monde des études supérieures. Je suis un petit peu retombé par rapport aux, aux idéaux, par rapport à l'idée que je me faisais du monde médical, par exemple. Et quand j'ai vu ce qui se passait à la fac, les rapports entre les étudiants, les rapports avec les enseignants, et comment même ensuite les enseignants, les professeurs se comportaient, c'était pas comme ça que je voyais la médecine. Donc, du coup, je me suis démotivé. Et comme j'avais une petite voix qui commençait à me dire
que j'aimais la chanson, que j'aimais la musique, que j'aimais la scène, eh bien, ni une ni deux, très rapidement après la fin de mes études, lorsque j'ai arrêté en troisième année, très rapidement, je me suis dit, bon, ben, tu vas essayer de faire ce que tu as vraiment envie de faire. Et donc, je me suis lancé dans cette carrière artistique avec comme premier réflexe de vouloir me former, puisque j'avais aucune formation. D'accord. Donc là, tu étais revenu sur Paris. Voilà, oui, parce que j'ai passé donc mon adolescence et le début de mes jeunes années d'adulte au Gabon. Et donc, à 21 ans, je suis revenu à Paris. Et dès que je suis revenu, je me suis dit, bon, allez, on y va. À nous de Paris. Comme Rastignac dans le Père Goriot, je me suis lancé à l'aventure et je me suis inscrit donc dans différents cours. J'avais un peu l'idée qu'il fallait être complet, qu'il valait mieux avoir plusieurs cordes à son arc dans ce métier-là. Et puis, j'aimais déjà des stars comme Michael Jackson et je savais que c'était des gens qui avaient des formations multiples et qu'aux États-Unis, en plus, c'était quasiment une évidence que tout artiste soit au minimum chanteur, danseur, musicien ou musicien, comédien. Enfin, il y avait toujours un mélange comme ça. C'était rarement des gens qui faisaient une seule chose. Oui, l'école américaine. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, ça m'a inspiré et donc alors, j'avais pas beaucoup de moyens, donc je pouvais pas me payer des tas de cours, mais j'ai essayé de jongler entre les options que j'avais à l'époque de formation gratuite avec le conservatoire municipal de la ville de Saint-Ouen où j'habitais en ce temps-là, et puis des cours privés que je me suis quand même offert en faisant des petits boulots. Et donc, j'ai pris des cours de chant, des cours d'art dramatique, des cours de danse. Voilà, j'ai essayé de faire tout ça. Et chemin faisant, dès que j'ai commencé à avoir un niveau où j'osais me montrer, notamment dans le chant, parce que c'est là que ça a été le plus vite pour moi, j'ai commencé à passer mes premières auditions, mes premiers castings. Et combien de temps tu as passé à te former? En tout cas, dans ces années-là, quand tu es arrivé à Paris. Dans ces années-là, parce qu'en fait, j'ai continué à me former beaucoup plus longtemps après. Mais disons que j'ai commencé. Si la question c'est au bout de combien de temps j'ai commencé à travailler, il m'a fallu une dizaine d'années. Ah oui. Une dizaine d'années pour vraiment commencer à travailler sérieusement. J'avais des petits boulots, j'ai décroché des petits trucs, mais pour avoir vraiment des contrats dignes de ce nom et où tu es rémunéré, etc., une dizaine d'années. Et je me souviens qu'à l'époque, j'entendais toujours dire ça. J'entendais toujours dire, tu sais, quand tu démarres de zéro dans ce métier, il faut bien une dizaine d'années pour commencer à t'en sortir. Je trouvais ça extrêmement long. Je me disais, pourquoi c'est intéressant. 10 ans, c'est quand même énorme. Même si tu soulignes le fait que c'est ce qu'on te disait peut-être de façon naturelle et que c'était le parcours normal. 10 ans, c'est quand même long. Entre-temps, il faut garder la foi, il faut manger, il faut garder ses rêves bien présents au quotidien pour rien lâcher et aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire. Tout à fait. C'est bien ça la difficulté. Oui, alors après, excuse-moi, je continue sur ma question. C'est quel était ton objectif en ce temps-là? Ça n'était pas, si j'ai compris dans je traduis ce que tu me disais, c'était pas d'avoir un projet forcément personnel, mais peut-être de travailler avec ou pour d'autres, ou pas? Non, j'avais quand même un projet personnel, mais je le voyais pas forcément dans un art en particulier. Je le voyais dans le monde artistique en général, et ça pouvait très bien être, donc, comme je te dis, dans la musique, dans la chanson, dans la danse, dans la comédie, puisque je me formais sur tous ces plans-là. Donc pour moi, si je trouvais des rôles, si je trouvais des engagements avec une de mes casquettes, j'étais bon. Mais j'avais quand même l'idée d'exister en tant qu'artiste. Pas forcément et seulement au profit pour défendre les causes d'autres artistes ou d'être intégré dans des compagnies, etc. J'avais quand même l'envie d'exister en tant que Felco, puisque voilà, c'était le pseudo que je me suis choisi. Donc oui, j'avais déjà cet objectif. D'accord. Voilà. Quelle a été la première expérience qui t'a fait dire, ok, ça y est, j'ai fait ma première expérience professionnelle, on va dire digne de ce nom, on va dire celle qui te donne un cachet et qui te rémunère pour un travail artistique ou une prestation pour laquelle tu as été pris. Est-ce que tu as un souvenir précis avec ça? J'ai un souvenir, je ne sais pas si chronologiquement c'était vraiment le premier, mais j'ai quelque chose qui me revient vraiment à l'esprit là quand tu me poses cette question.
qui est un souvenir qui m'a marqué pour deux raisons. À la fois pour la raison que tu viens de mentionner, c'est-à-dire elle me faisait me sentir professionnel, parce que j'avais été rémunéré, et parce que les conditions de travail étaient vraiment professionnelles. Et puis aussi parce qu'il s'est passé un événement à l'intérieur de cet événement que j'ai dû gérer et que, je dirais, seul un professionnel peut gérer correctement. Et comme j'ai réussi à le gérer correctement, donc je me suis dit, bon là vraiment, tu commences à savoir ce que tu es en train de faire. C'était en fait, j'avais été engagé au théâtre Sylvia Montfort, alors pas à Paris, à Brice sous Forêt, je crois. Donc j'avais été engagé pour chanter plusieurs chansons dans un beau théâtre et avec un parterre de gens. Donc je me suis présenté, j'ai chanté mes chansons. Tout se passait bien jusqu'au moment où il y a eu une panne de courant, enfin une panne de micro plus exactement, pendant ma prestation. Et alors là, vraiment, c'est le genre de truc, quand tu commences, c'est compliqué. Et je me souviens avoir très calmement pris le micro et être allé à Jardin où me faisait signe un technicien avec un autre micro. Et c'était le début d'ailleurs des micros HF, etc. Donc je suis allé prendre mon second micro et j'ai continué ma chanson comme si de rien n'était. Et ça m'a fait pratiquement plus plaisir encore que le cachet et l'engagement. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est être content du fait d'avoir assumé un problème imprévu et en plus en live, quoi. Donc là, voilà. Tu as du monde dans la salle, tu es sur scène, il faut gérer, quoi. Voilà. Et ça, c'est le genre de choses, en tout cas quand tu te formes tout seul, à laquelle tu ne penses pas forcément. Non. C'est le genre de choses à quoi tu ne penses pas forcément. Dans les formations d'aujourd'hui que l'on prodigue dans les écoles artistiques, je le sais puisque je te parlerai de ma casquette formateur plus tard, mais on essaie justement de préparer les jeunes à ça. Et c'est une bonne chose. Parce que sinon, surtout pour moi qui venais pas du sérail, qui n'avais pas vu mon père, mon cousin, ma tante ou mon oncle faire de la scène et assister à ce genre de problème, par exemple, eh ben, je me suis trouvé confronté à ça sans m'y être vraiment préparé. C'est juste que j'ai eu suffisamment de sang-froid pour gérer la situation et tant mieux pour moi. Mais voilà, quand on n'a pas l'habitude de ça, on peut vraiment perdre ses moyens. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, ok, donc une belle anecdote et un événement, on va dire. C'est ça. Alors, okay. Donc, ça, c'était en quelle année à peu près? On se situe où là? Alors là, on doit se situer 7-8 ans après mon retour en France. Donc, on doit être, oui, j'ai pas encore 30 ans, je dois avoir dans les 27-28 ans par là, je pense. Donc là, tu cherches à avoir un statut d'intermittent? Oui, je cherche à avoir un statut d'intermittent. En fait, je cherche à travailler. Ouais. Si j'ai un statut au-delà d'intermittent, je prends aussi. Je cherche surtout à travailler. Voilà, je fais beaucoup de démarches, beaucoup de casting. À l'époque, on envoyait des cassettes VHS ou des cassettes audio dans des enveloppes à bulles. On les envoyait aux maisons de production, on les envoyait aux maisons de disques, etc. Ça revenait cher. Évidemment, on n'avait pas forcément de réponse. Tout se passait pas par Internet puisqu'il n'y avait pas d'Internet. Voilà, mais chaque génération a ses problèmes à gérer. Je dis pas que c'était plus dur avant, simplement c'était différent. Donc je me souviens de ça, de cette manière de chercher du travail. Aujourd'hui, il y a peut-être Internet, mais il y a tellement plus de candidats que de toute façon, c'est peut-être pas plus facile non plus. Voilà, c'est juste à mon époque, quand j'ai commencé, c'était comme ça. Et donc j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de tentatives. J'ai commencé à faire plein de petits boulots artistiques, travailler dans des groupes, faire des remplacements. Parallèlement à ça, je faisais des boulots qui n'avaient rien d'artistique pour faire rentrer de l'argent, justement. Des petits boulots dans la restauration, notamment, enfin, comme beaucoup d'artistes. Jusqu'au jour de décembre 96, fin décembre 96, où là, j'ai répondu à une annonce, comme je le faisais depuis des années, une annonce comme les autres. Et le pire, c'est que cette annonce, elle ne payait pas de mine. Elle était sur un bout de papier, griffonné à la main. Et c'était une annonce où on disait qu'on recherchait un artiste polyvalent, métissé, qui sache chanter, danser, un peu jouer de la musique. Je me suis dit, tiens, bon, ça me correspond. Sauf que j'avais déjà répondu à des dizaines d'annonces me correspondant et ça n'avait pas forcément marché. Et je suis allé auditionner pour ce casting. Et il s'avère qu'en fait, c'était un groupe
alors qui ne dira peut-être rien aux plus jeunes d'entre nous, mais enfin ceux qui ont au moins 30-40 ans doivent connaître. C'est un groupe qui a été très connu dans les années 80, fin 70 et 80, les Gibson Brothers, qui ont été connus notamment dans l'époque disco, mais qui faisaient du rhythm and blues en fait bien avant. Et c'est ce groupe-là qui cherchait un membre pour remplacer un des frères, parce qu'en fait c'était une fratrie, de Gibson Brothers, qui avait quitté le groupe il y a quelques années de cela, et il recherchait quelqu'un pour le remplacer et relancer en fait le groupe avec un nouveau concept. Voilà. Il s'avère que j'ai été pris. Où s'est passé le casting? Alors le casting s'est passé au Baiser Salé, qui est un haut lieu du jazz dans les Halles. De la musique soul. Ouais, oui, un peu underground, tout ça. Voilà, que les gens connaissent bien, qui en fait est un lieu qui leur appartient. Mais cela, je l'ignorais à l'époque. Donc, je connaissais le Baiser Salé, mais je ne savais pas qui se cachait derrière. Et c'est là-bas qu'a eu lieu l'audition. Et donc, l'audition s'est bien passée. Alors, j'ai chanté, j'ai dansé, enfin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ils ont été convaincus et voilà, j'avais une petite dizaine de jours pour apprendre leur répertoire et commencer tout de suite à partir en tournée. Je me souviens très bien que le premier concert a été le 31 décembre de l'année 96, donc ça a démarré fort. Est-ce que toi, tu connaissais le groupe? Ah oui, bien sûr. Moi, j'appartiens à une génération qui connaît très bien cette musique, les groupes de cette époque. Je dirais que c'est une belle surprise. Tu connais le nom, on te donne rendez-vous pour un casting, tu te pointes là-bas et on te dit voilà, on est des Gibson, on cherche, c'est nous qui auditionnons, on cherche un troisième membre. C'est quand même sympa comme audition. Ah, c'est quand même sympa, oui. C'est quand même sympa. Peut-être que le fait de ne pas le savoir, c'était une bonne chose, parce que je ne me suis pas mis de pression du coup. Je me suis dit, bon, c'est une petite audition sympa, comme ça, voilà. Et en fait, bon, d'accord. Mais du coup, j'y suis allé, et puis ils sont très cool, ils sont très détendus, très décontractés, donc ils ne m'ont pas mis la pression non plus. Et voilà. Et ce que je ne savais pas, par contre, c'est qu'en commençant à travailler avec eux là, fin 96, j'étais parti pour 16 années de collaboration. Moi, je pensais que ça allait être pendant quelques mois, peut-être quelques années au mieux. Mais en fait, ça a duré 16 ans et en fait, ça s'est arrêté parce qu'à un moment donné, j'ai ressenti le besoin de partir. Sinon, je serais encore avec eux aujourd'hui. Donc, 16 ans de collaboration avec les Gibson Brothers, c'est beaucoup. C'est beaucoup. On connaît, enfin bon, il y a des artistes qui n'ont pas cette durée artistique, des artistes pour qui leur projet n'a pas une durée de vie visible, en tout cas je dirais active, comme ça a dû l'être pour toi et pour le groupe. Donc 16 ans, c'est une très longue collaboration. Surtout pour quelqu'un qui n'était pas du groupe à l'origine, c'est quand même un très beau parcours artistique professionnel. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un groupe qui a une longévité extraordinaire puisqu'ils sont toujours sur la brèche. Moi, j'ai travaillé avec eux pendant 16 ans, mais eux, ça fait 40 ans qu'ils tournent. Donc, voilà, ça fait partie des groupes qui traversent les époques, traversent les générations. Et comme je dis, même si c'est le disco qui les a rendus célèbres, en fait, c'est un vrai groupe de musiciens. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne. Alors, parlons du côté un peu artistique de la chose, c'est-à-dire que donc, tu passes une audition dans laquelle on te demande de chanter, de danser. Et de jouer également de la musique. Et de jouer de la musique, d'accord. Il y avait un clavier et il fallait que je joue aussi. D'accord, ok. Oui, donc une vraie compétence musicale. Là, en l'occurrence, ouais, c'est complet. C'est ce qu'ils recherchaient. Ils recherchaient quelqu'un de polyvalent pour que le concert soit revisité. Et parce que leur formule précédente, c'était le groupe original, les trois frères, et si tu veux, régulièrement, ils rajoutaient avec eux sur scène des danseuses, des danseurs, etc. Mais là, leur idée, c'était de repartir avec un concept différent où l'un des membres du groupe serait déjà lui-même danseur, ce qui permettrait au groupe d'avoir une composante danse, sans rajouter forcément des danseurs supplémentaires. On pouvait le faire, mais ce n'était pas du tout indispensable. On le faisait donc à l'occasion. Et du coup, moi, j'étais chargé une fois que j'ai été engagé, j'ai été chargé donc de refaire le spectacle, de reconcevoir la scénographie, de créer des chorégraphies pour moi, mais aussi pour eux, et donc de refaire en fait le show. D'accord. Donc, il y a un énorme travail à faire. Oui, ça c'est mais très passionnant.
Ouais. Oui, oui. J'imagine que, en revanche, face à la quantité de travail, ça reste un travail évidemment très intéressant qui est un peu l'aboutissement, sans parler de fin, mais en tout cas, avec la formation que tu as fait pendant des années et la volonté de vouloir devenir professionnel, intégrer non seulement un groupe de renom qui tourne depuis, on va dire, 40 ans, et en plus, on te demande au sein de ce groupe, en plus d'être acteur et actif, de repenser le spectacle du groupe, ce qui est quand même, j'imagine, intérieurement très satisfaisant. Oui, là, pour la première fois, j'avais la possibilité d'utiliser tout ce que je savais faire à ce moment-là. Et comme c'était ça, en fait, qui me plaisait dans l'absolu, pouvoir être sur scène, mais pour faire différentes choses, ben là, j'en avais la possibilité. Et comme entre-temps, j'avais rajouté les compétences de chorégraphe à mon parcours, et ben en plus, je pouvais aussi créer des chorégraphies pour le groupe, pour moi. Et quand des danseuses ou des danseurs venaient se rajouter à nous parce qu'on avait une grande scène à gérer ou parce qu'il y avait une production qui permettait de le faire, et ben du coup, ça permettait de faire vraiment des choses, des tableaux très riches, quoi, tu vois. Donc c'était très gratifiant. D'accord. Donc un vrai travail artistique au sein de ce groupe. Alors maintenant, parlons un peu des prestations, des lieux, du nombre, du rythme de l'activité, et puis comment ça se passait, évidemment. Enfin voilà, parlons un petit peu de cette expérience pendant un bon moment. Pendant un bon moment, oui. Écoute, c'est un groupe international. Comme tu le sais, lorsque un artiste a la chance dans sa carrière de faire des succès internationaux en musique, des titres qui se vendent sur plusieurs pays, voire sur la planète entière, c'est pour lui une sorte de garantie à la pérennité. C'est-à-dire que, étant donné que chaque pays a sa chronologie, a son timing, en gros, toute l'année, lorsque tu as vraiment fait un succès international, toute l'année, il y a quelque part sur Terre un pays qui te veut, qui te demande, qui a besoin de toi pour venir interpréter ton ou tes titres. Quand c'est l'été quelque part, c'est l'hiver ailleurs. Quand c'est l'automne quelque part, c'est le printemps ailleurs. Et donc, on peut très bien aller chanter en Australie s'il fait froid ici, parce que ça va être un moment où, au contraire, ils célèbrent le soleil. Et donc, ça veut dire, en termes d'emploi du temps, que toute l'année, il y a du travail. Toute l'année, il y a des concerts à faire. Toute l'année, il y a des radios à aller animer. Toute l'année, il y a des télés à aller animer, participer à des émissions revival quand le disco est déjà passé, puisqu'en fait là, moi, je rentre avec eux en 1996, mais le disco est déjà terminé. Simplement, régulièrement, il y a des émissions ou des tendances ou des thématiques où on explore le passé. Et puis, la mode étant un éternel retour, il y a parfois des teintes de disco qui reviennent dans les arrangements actuels. Et hop, c'est reparti. Et à ce moment-là, on convoque un petit peu tous les représentants de cette musique, pour ceux qui sont encore de ce monde et qui sont encore en capacité de se produire. Et c'est vrai que comme le temps passe, ben, forcément, avec le temps, il y en a de moins en moins, et c'est la roue du temps. Donc, on était par monts et par vaux tout le temps sur la planète. J'ai jamais autant bourlingué que dans cette époque. Alors, évidemment, il faut avoir la santé, hein, puisque c'est un jour à Moscou, ensuite au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud, en Europe. Ça ne prévient pas, on ménage pas son temps et sa peine. On dort pas beaucoup, on dort dans les avions, on dort dans les trains, on dort à l'arrière des voitures, à l'arrière des berlines, pour ne pas paraphraser quelqu'un. Mais voilà, on rencontre plein de gens. Le seul petit bémol, c'est qu'on n'a pas le temps de se poser. On n'a pas le temps de se poser, on passe d'une ville à l'autre, d'un aéroport à l'autre, d'une salle de spectacle à l'autre. Je me souviens avoir entendu Ricky Martin à une époque, à la grande époque de Un, dos, tres, Maria, qui disait qu'il avait failli devenir fou. Et je comprends très bien. Lui, c'était encore démultiplié, mais quand tu as 2, 3, 4 concerts par jour et qui sont parfois totalement éloignés les uns des autres, et que tu ne fais que, en fait, arriver sur scène, entendre et vibrer avec la foule, et ensuite t'enfuir quasiment, puisque autre chose t'attend, que tu n'as pas de lien avec ta famille, avec tes proches, que tu n'habites plus quelque part, tu es dans les hôtels. Des années et des années de ce rythme-là, sans parler des sollicitations, du succès qui peut en découler, eh ben, ça peut être difficile à vivre. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai entendu des artistes comme ça, internationaux,
faire le tour du monde et qui à un moment ont eu un vrai besoin de s'arrêter parce que, là en l'occurrence, c'était une violoniste classique, une soliste internationale, qui disait, mais le matin, je me réveillais dans la chambre d'hôtel, je ne savais plus où j'étais. C'est ça. Vraiment, à plus savoir dans quel pays, de quel côté du globe elle se réveillait. Ouais, voilà. Puis, alors, ce qui est bien aussi quand tu abordes ce sujet et côté pratique, on va dire quotidien de l'artiste qui a la chance d'être international, c'est que voilà, c'est important de savoir que, sans s'en plaindre, mais c'est des aéroports, des taxis, des voitures, des hôtels, des trains, du catering, des restaurants, des déplacements à gogo, non-stop. Et quand il y a un, deux, voire trois sets, on va dire, un spectacle ou gala dans la même journée ou dans la même nuit, ce qui était le cas des Gibson, c'est quand même assez intense. Alors après, il ne faut pas s'en plaindre. Je veux dire, c'est que du bonheur, puisque le principe, c'est quand même d'exercer son métier et son art, et voilà. Mais quand même, il y a quand même. Alors, le mot pénible, je ne sais pas si la notion de pénibilité, elle est très appropriée, mais quand même, des contraintes, en tout cas professionnelles, face auxquelles il faut faire preuve d'adversité et, comme tu disais, avoir une bonne santé. Tout à fait. Donc, effectivement, tu as raison, on ne peut pas s'en plaindre, on veut travailler. Simplement, je témoigne, je t'explique comment ça se passe, parce que de l'extérieur, on ne s'en rend pas forcément compte. Comme toujours, lorsqu'une chose est médiatique et médiatisée, eh bien, on voit l'aspect extérieur, on voit ce qui est montré. Un spectacle, c'est fait pour être vu en tant que spectacle, c'est pas fait pour être vu en tant que chantier. Voilà. Les coulisses, c'est notre partie à nous, et tous les métiers ont leurs coulisses, donc voilà, il y a des difficultés partout. Mais voilà, les coulisses d'une vie de tournée internationale, c'est ça. C'est cette espèce de ballet permanent où on saute d'un point à un autre. Et en fait, le moment le plus agréable, c'est évidemment celui où on est en action sur scène. Mais voilà, les autres moments sont différents. Il y a des moments de répétition, il y a des moments de création, mais les moments de logistique, je dirais, où il faut rallier un point à un autre, où il faut passer d'un hôtel à un autre, ne sont pas les moments les plus agréables, évidemment. Mais il faut bien ça. Non, et d'ailleurs, j'en profite pour remettre une couche avec une thématique qu'on a eu souvent l'occasion d'aborder dans Culture & Co, c'est le statut d'intermittent du spectacle. C'est-à-dire que les gens se disent, OK, 43 cachets, 507 heures sur une année. 507 heures. Bon, OK, oui, mais c'est 507 heures de prestations artistiques. On en oublie les déplacements, les répétitions, les hôtels, les voyages, enfin, tout ce qui est à côté qui permet de faire, sans parler de la formation, du matériel, enfin, évidemment, un tas d'autres choses. Mais voilà, je pense que là, on est vraiment dans l'exemple typique qui illustre, à mon avis, le mieux la notion d'intermittence. C'est qu'effectivement, l'intermittent, le musicien, l'artiste professionnel est rétribué pour son travail artistique sur scène, ou sa prestation, elle n'est pas forcément sur scène, elle peut être ailleurs, en tout cas sur scène, mais il y a vraiment tout ce qui se passe entre ces deux prestations qui sont nécessaires à la bonne qualité artistique de sa prestation. Donc je pense que c'est important de le dire quand même. Tout à fait. C'est une vie particulière, la vie d'artiste, hein, c'est une expression bien connue, c'est pas pour rien. S'engager dans la voie artistique sur le plan professionnel, c'est vraiment, on me le disait quand j'ai arrêté mes études de médecine, on me disait qu'est-ce que tu fais, c'est hyper instable, c'est dangereux, comment tu peux lâcher la proie pour l'ombre, comment tu peux arrêter une formation diplômante comme la médecine où tu es sûr d'avoir une reconnaissance sociale, d'avoir une stabilité matérielle et financière pour quelque chose d'aussi abstrait et imprévisible qu'une carrière artistique. Premièrement, qu'est-ce qui te prouve que tu vas réussir? Et deuxièmement, même si tu réussis, combien de temps ça va fonctionner? Bon, voilà. Donc, si les artistes ça, je pense que tous les artistes se sont posé la question. Je crois qu'à un moment ou à un autre, je connais pas d'artistes, enfin bon, avec tous ceux avec lesquels moi j'ai eu la chance soit de travailler, soit d'interviewer ici, il n'y en a aucun qui m'a dit du jour au lendemain c'était bon et ça s'est fait comme ça par magie
et dans de bonnes conditions. Non, évidemment, c'est évidemment pas ça. Donc tous les artistes ont eu à se poser la question du côté fébrile un petit peu de ces carrières artistiques, c'est évident. Alors, donc tu me disais donc beaucoup de prestations à l'année pendant cette longue collaboration. Alors, c'était quel type de prestations? Vous n'étiez toujours que 3, vous étiez des fois accompagné par un orchestre, que de la scène, des festivals, des soirées privées. Parle-nous un peu du type de prestations réalisées. En fait, la formule scénique du groupe était déjà une formule qui contenait du live, c'est-à-dire des instruments, puisque notre cher Patrick, qui nous a quittés il y a peu, est le batteur, et donc la partie batterie sur scène, elle était toujours là, en live, et Alex, donc l'un des 2 frères de Patrick, qui était clavier, était aussi au clavier, et Chris, le 3e frère, au chant en lead. Et moi, je faisais donc les chœurs, certains leads et les chorégraphies. À cela se rajoutait, pour des sons supplémentaires, une bande d'arrangements complémentaires pour avoir un ensemble qui sonne au plus près du disque. Mais sur certaines dates, nous étions aussi accompagnés par un band, voire un orchestre symphonique. En fait, il y avait différentes formules. Les formules dépendaient bien sûr des clients, de ceux qui achetaient le spectacle. Il y a des gens il y a des promoteurs qui ont effectivement un groupe avec lequel ils travaillent. Le groupe accompagne les Gibson Brothers. D'autres sont en contrat avec des orchestres, jusqu'à des orchestres classiques. Eh bien, l'orchestre classique peut se mettre à travailler et à proposer des arrangements sur les morceaux des Gibson Brothers, et du coup on fait un mélange entre notre batterie, notre clavier et les instruments de l'orchestre. Donc c'est ça qui était intéressant aussi, c'est que c'était pas toujours pareil. Ça variait vraiment. On pouvait se trouver sur une scène vraiment presque minuscule où on tenait à peine tous les 4, jusqu'à des scènes immenses comme le Stade de France ou Hyde Park à Londres, etc. Donc cette variété, c'était aussi intéressant, parce que sinon, on aurait pu aussi se dire on chante tout le temps les mêmes chansons sur tout le temps le même type de scène. Mais en fait, non, c'était pas le cas. Le fait de changer à chaque fois, pas à chaque fois, mais presque, le type de prestation faisait que finalement, le morceau, eh bien, il change aussi. Et de même, on pouvait rajouter des troupes, des compagnies de danseurs et de danseuses qui parfois venaient nous accompagner. Et là, ça ramenait aussi une variété supplémentaire. Et nous illustrer une prestation de Gibson? Tu veux que je te montre quelque chose? J'aimerais bien. Alors, je vais regarder là dans ce que j'ai. Il faut que je me sers très bien de ce logiciel pour te partager ça, mais on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Alors, je vais te montrer une émission qu'on a faite avec Patrick Sébastien, Les Années Bonheur. Oui. Tu verras, là, on est justement, c'est typiquement l'illustration de ce que je disais. Nous sommes tous les 4 sur scène, mais accompagnés par l'orchestre de Patrick Sébastien de l'émission, plus des danseurs et des danseuses de l'émission. Oui, l'orchestre René Coll. Voilà, exactement. Allez, c'est parti. C'était avec Michel Jonas tout à l'heure, les Gibson Brothers, Cuba! Cuba, quiero bailar salsa, yeah. Cuba, quiero bailar salsa. Quiero bailar, bailar, bailar. Quiero bailar, bailar, bailar. Cuba, quiero bailar salsa. Cuba, quiero bailar salsa.
Music to the music, like nobody else. The first time I saw you, I knew it was love. Ooh, tell my God, salsa. Ooh, tell my God, salsa. My heart is on fire, but I taste the fire. My heart desire is making a fire. Yes, you are. Tell my love songs. Tell my love songs. When you're in motion, you see not to care. So I'm doing motion, no joy is there. Yes, you are. Ok. Voilà, Michael. Un exemple de prestation donc des Gibson Brothers, là avec l'orchestre et des danseurs. Oui, c'est ça. Bon, ok, donc une longue période, hein, comme tu l'as dit, une longue collaboration, et puis arrive quand même le moment où tu as envie de partir sur des projets personnels. Alors oui, avant de partir sur les projets personnels, je voudrais juste dire que pendant cette période du coronavirus, Patrick, qu'on peut voir dans la vidéo, qui est le batteur du groupe, nous a malheureusement quittés des suites de cette maladie. Et je voudrais lui dire qu'on pense très fort à lui, qu'il nous manque. Et voilà, et je voudrais, même si quelques semaines ont passé, je voudrais adresser tout mon soutien, toutes mes meilleures pensées à ses proches et à sa famille, mais ils le savent. Voilà, Patrick, porte-toi bien là où tu es. Ok, donc suite à ça, une longue collaboration, comme je le disais, tu ressens, on va dire, le besoin de faire des projets personnels, de faire des choses qui t'appartiennent, je dirais, de développer ton projet artistique sous le nom de Felco. Tout à fait. C'est vrai qu'en auditionnant pour ce groupe, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, j'étais en quête de travail, en quête d'identité, de reconnaissance. Mais pendant ces 16 années, j'ai bien sûr éprouvé un plaisir immense à collaborer avec les Gibson Brothers, mais j'étais quand même toujours dans leur univers. Nous travaillions sur le répertoire des Gibson Brothers. Et donc, j'avais besoin, à un moment donné, de m'exprimer en tant qu'auteur-compositeur, développer mon univers personnel. Et donc, c'était le temps. Hein. Le temps était venu de prendre mon envol et de quitter ce groupe qui m'avait fait partager des super expériences. Et donc, j'étais beaucoup plus riche, beaucoup plus expérimenté en les quittant, évidemment, qu'en faisant leur connaissance. Donc, c'était quand même un plus de partir à ce moment-là avec toute cette expérience engrangée. Mais voilà, on sent les choses. Il y a un moment donné, en tout cas, il faut écouter, je pense, son instinct qui nous dit va par là. De la même façon que j'avais décroché cette petite annonce qui payait pas de mine comme ça, par instinct, je m'étais dit prends-la quand même. On ne sait jamais. Et j'ai bien fait. J'aurais très bien pu m'arrêter aux apparences et me dire c'est une annonce manuscrite par rapport à une annonce avec un tampon, un cachet, un logo, etc. Et là, de la même façon, je sentais qu'il était pour moi l'heure de m'émanciper. Donc voilà, donc en 2012, j'ai quitté le groupe et évidemment pendant toutes les années où j'ai travaillé avec eux, j'ai continué de composer. Hein, je travaillais, j'avais des choses qui étaient en gestation et donc j'ai pu laisser ces choses s'exprimer. Alors il y avait des titres, il y avait des compositions
Et il y avait aussi l'écriture d'un spectacle musical. Donc, je me suis retrouvé en gros avec 2 bébés, de quoi faire un concert avec des titres originaux et de quoi faire également un spectacle, pas avec des titres originaux cette fois, mais plutôt avec du répertoire de Broadway. Donc voilà, 2 produits, on va dire, que je me suis attaché à finaliser et à mettre ensuite sur le marché. D'accord. Donc, Voilà. un travail pendant que tu travailles avec les Gibson, en plus de ça, un travail de création, à la fois de titres originaux et à la fois d'un spectacle avec ce qu'on appelle des covers, un répertoire déjà existant, influence Broadway, comme tu l'as dit. Donc, voilà, une activité de création en plus. De toute façon, un artiste, c'est ça. C'est quelqu'un qui ne cesse de créer. Les collègues, tout le monde le sait très bien. On a des tas et des tas et des tas de projets dans les cartons, dans les tiroirs, dans les valises, dans les ordinateurs maintenant, pour être plus moderne. Mais de tous ces projets, certains verront le jour, d'autres jamais. D'autres seront modifiés parce qu'ils rencontreront d'autres histoires. Mais c'est ça qui fait qu'à un moment donné, le patrimoine international existe. C'est que les artistes ne cessent de créer, ne cessent d'écrire. Ça nous prend quand on dort, ça nous prend quand on marche dans la rue, ça nous prend en observant les scènes de la vie quotidienne. Même une période comme la période qu'on vient de traverser n'a pas été un frein à la création. Même les pays, même les peuples qui ont été mis sous l'été-noir par d'autres peuples, par d'autres formes de pouvoir aussi, de pouvoir autoritaire, n'ont pas cessé de créer. Au contraire, peut-être même encore plus, on le sait, et c'est ainsi. L'art s'exprime à travers les artistes et ça continue. Donc, moi, j'ai fait ce travail comme on le fait tous, sauf qu'il était temps pour moi de le montrer et de le partager avec les gens. D'accord, donc ok, on arrive à la fin de ta collaboration avec les Gibson Brothers. Tu as 2 projets sous le coude. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu parce que bon, c'était, on va dire, une activité principale, on va dire, même si tu as créé, on a bien compris. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, la fin de l'histoire des Gibson Brothers. Concrètement, ton quotidien, que devient-il? Eh bien, j'ai dû me prendre en main au niveau de tout ce qui est communication et démarchage, puisque mes créations et mes projets, eh ben, ils étaient dans mes ordinateurs. Ils n'étaient pas sur la place publique. Ils n'étaient pas dans les agences. Ils n'étaient pas dans les boîtes de booking ou de production. Donc, d'une situation où il y avait un management, la situation précédente, je me suis retrouvé à une situation où moi-même, je devais faire le manager. Donc, heureusement, j'avais, entre autres choses, aussi appris ça. C'est-à-dire qu'en observant comment les choses se passaient avec non seulement les Gibson Brothers, mais plein d'autres groupes, parce que j'ai rencontré énormément d'artistes pendant cette période, et j'ai pu quand même voir un peu comment les choses s'organisaient au niveau du management, au niveau de la production, et donc c'était un avantage. Même si c'est un autre métier, mais j'avais quand même de bonnes notions qui me permettaient de faire des bons choix et d'avoir quand même une idée de la méthodologie. Et puis des contacts. Donc voilà, j'ai regroupé des amis musiciens pour pouvoir monter déjà la formule concert qui rassemblait une partie de mes compositions afin qu'elles soient présentables sur scène, afin qu'elles soient écoutables. Et donc on a organisé une formule concert que j'ai commencé à démarcher et ça nous a permis de nous produire donc dans plusieurs salles et les gens ainsi ont pu découvrir mon univers personnel et comme tu sais, il faut des enregistrements, il faut des captations de ce que tu fais sur scène pour pouvoir ensuite trouver preneur. Donc voilà, c'est toujours un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Est-ce qu'il faut d'abord avoir de quoi se vendre ou est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut déjà avoir l'enveloppe ou est-ce qu'il faut avoir le contenu? Mais si tu as le contenu seulement, ça ne fonctionne pas. Il faut que ce contenu soit mis à la portée, à l'écoute, à la disposition de ceux qui décident ensuite. Donc ces concerts ont permis de faire des captations et ces captations ont permis ensuite de trouver des personnes qui pourraient être susceptibles de les diffuser ou de les acheter. Tu as des images à nous montrer aussi? Oui, bien sûr, j'ai des images. Je vais te montrer un extrait de concert, par exemple, où
on peut entendre et voir des extraits de plusieurs morceaux. Alors, il faut juste que je change 2-3 petits réglages. Donc là, je vais te montrer un extrait de concert qui a eu lieu en banlieue parisienne, dans le 93, au Blanc-Ménil, dans une salle qui s'appelle le 2 pièces cuisine, qui est quasiment une SMAC, hein, une salle de musique actuelle. Musique actuelle, pour ceux qui disent. Oui. Alors. Voilà. Alors, je partage ça. Voilà, c'est parti. I'm in the road and words I'm singing. I'm in love with your face on the street. Oh, I got the notion of the motion. Alice, I got the notion of the motion of the world. Alice, I got the notion of the motion. Alice, I got no notion of the motion of the world. On y va! Change this world, the world, save it. From its fame, we gotta change this world. Rule the world, let's save it. And up from rain, we gotta change this world. Rule the world, save it. Change this world. Rule the world. Way, encore, tout le monde! I've been to Hollywood, I've been to Redwood, I've crossed the ocean for a heart of gold. I've been in my mind, it's such a fine line. Hitting truest in the perfect he was living in. He was walking away from his chain. Always feeling good. I can't believe I should never lie. Baby's gotta be right tonight. I can't leave face, don't need any grace. Baby's gotta be right tonight. Voilà. D'accord. Un petit aperçu de mes compositions sur scène en live. D'accord, donc là, recherche de musiciens, travail de répétition, et puis spectacle avec captation pour avoir du visuel. Exactement. Alors, comme je t'ai dit, beaucoup de musiciens que je connaissais déjà, que j'avais pu rencontrer les années précédentes, qui ont accepté de jouer le jeu avec moi et qui m'accompagnent maintenant. Et aussi bien pour les choristes. Voilà. Mais donc, je suis certainement resté influencé par ce que j'ai vécu dans mes expériences précédentes, mais faire des choses sur scène avec un peu de monde, c'est une exigence que j'ai, mais du coup, c'est aussi une limite, puisque plus on est nombreux à se produire ensemble, et plus, évidemment, le coût, le coût plateau, le coût de déplacement, le coût de cachet, etc., tout augmente, et c'est beaucoup plus difficile, évidemment,
vendre une formule où on est 7-8 sur 7 qu'une formule où on est 1 ou 2. Voilà. Oui, donc c'est une des limites et c'est pour ça qu'on essaie aussi de revoir peut-être la formule de façon plus légère, de manière à ce que il y ait plus de facilité ensuite à trouver des dates, à trouver des concerts. D'accord. Je vois que Christine a un excellent souvenir de concert de Falco sur scène. Bon, ben voilà. Sans doute quelqu'un qui était présente ce jour-là. Voilà. Donc, merci. Voilà. Donc, ce travail sur ce premier projet, tu nous as parlé de 2 projets avec un projet autre style de musique, influence Broadway. Alors, parle-nous de ce spectacle. Pourquoi faire un spectacle de reprise avec, j'imagine, des musiques qui t'ont influencé? Voilà. Je t'ai dit, je crois, au début de notre entretien que Michael Jackson, par exemple, avait été un des artistes qui m'avait influencé, et plus largement l'école américaine. Donc, je pense que c'est cette influence du départ que j'ai voulu laisser s'exprimer à travers autre chose que simplement mes compositions, mais tout mon parcours de danseur et les artistes qui vont avec, ce sont des choses qui sont en moi, qui s'expriment à travers tout ce que je fais, et je voulais vraiment monter un spectacle autour de ça. Donc, la période, en particulier la période et le style Broadway, que ce soit en danse, que ce soit en musique, que ce soit en chant, c'est une période de l'histoire du spectacle que j'adore, parce qu'elle est pleine de rêves, ces paillettes, c'est vraiment le rêve porté à son excellence. Tout est fait dans l'univers de Broadway pour que on aille dans le rêve. Toute forme de spectacle cherche à attirer les gens hors de leur vie quotidienne, mais Broadway, c'est vraiment le summum. Avec la beauté, avec l'élégance, la classe. Et donc, j'ai monté un spectacle que j'ai appelé le Classico Show, en référence à Broadway. Et donc, du coup, il était naturel de sélectionner des standards qui avaient fait des beaux jours de Broadway à travers des interprètes extraordinaires comme Sinatra, Sammy Davis Jr. et j'en passe. Et donc, voilà. Alors, l'idée, c'est que je devais monter quelque chose à la base pareil, très ambitieux avec beaucoup de monde. Mais là aussi, il vaut mieux commencer petit et se développer ensuite que commencer tout de suite grand et se griller, se brûler les ailes en plein vol. Donc, j'ai une idée, j'ai proposé à Alex, le clavier des Gibson Brothers, avec qui j'avais gardé de très bonnes relations, d'accepter de me donner la réplique dans ce spectacle. Parce qu'en fait, Alex est clavier, mais il est aussi chanteur, et il a un talent naturel pour la comédie, je dirais. Et comme moi, mon idée, c'était de faire justement du Broadway, et à Broadway, on chante, on danse et on joue la comédie, on fait tout, et bien de créer comme ça une histoire entre 2 personnages, qui soient tous les 2 polyvalents, et qui traverse cette période avec une trame, une histoire entre 2, mais en interprétant donc des grands standards qui avaient fait la gloire et le succès de Broadway. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc on est 2 sur scène. Alex est au piano, mais comme je te dis, il a également des parties chantées et des parties jouées. Et moi, évidemment, je chante, je danse, je fais des claquettes. Et j'ai mon rôle à tenir, donc on a du texte également entre Alex et moi. C'est un peu le clown blanc et l'Auguste, tu vois, il y a un petit côté comme ça aussi, donc il y a un peu de cirque, il y a du Broadway, il y a du chant, il y a de la danse. Tout ça se tient sur une scène qui peut simplement abriter 2 artistes et un piano, et ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est l'autre projet qui m'a occupé et que j'ai décidé de mettre en avant quasiment l'année qui a suivi mon départ, puisque j'ai présenté déjà une ébauche de ce spectacle au Festival d'Avignon en 2012. Tu as des images de ce spectacle-là aussi à nous montrer ou... Je dois en avoir. Alors peut-être pas d'Avignon, mais des choses plus récentes que j'ai fait dans d'autres salles. Si tu me donnes à nouveau quelques secondes. Oui, donc là, un travail, même si c'est un travail avec un répertoire déjà existant, c'est un travail de mise en scène, de création de spectacle, de collaboration avec un musicien à qui tu donnes le change, ou plutôt lui te donne le change
en intervenant également dans le spectacle en chantant, en jouant du piano. Et puis, il y a un duo, il y a des échanges, il y a il y a du texte. C'est à la fois un peu théâtral, un peu musical. On est vraiment dans l'entertainment, un peu comédie musicale, un peu théâtre, un peu chanson, c'est un peu le mélange de tout ça. C'est ça, c'est exactement ça. Alors évidemment, nous sommes français, mais ça ne nous empêche pas de nous attaquer à ce répertoire et d'essayer de le faire vivre. D'ailleurs, c'est un répertoire qui est… Alors ça, c'est déjà fait. On avance. Et là, on l'a déjà vu. Voilà. Voilà. Alors, je vais te montrer un extrait en fait de ce spectacle où on a… Alors, je ne dirais pas qu'on a fait une entorse, mais on a été prendre un titre dans une comédie musicale, La Mélodie du Bonheur. Je ne sais pas si ça te parle. Et on l'a adapté un petit peu façon Broadway, justement. Mais quand même, au niveau chronologique, c'est cohérent, même si ce n'était pas Broadway en soi au départ. Alors, donc là, je vais faire le nécessaire. Voilà. Hop. Alors Alex, puisque tu veux absolument chanter, je vais t'apprendre une chanson. Ça te permettra de réaliser ton solfège par la même occasion. Elle est extraite de la comédie musicale The Sound of Music. La Mélodie du Bonheur, en français. Mais si tu veux. Tu vas voir, c'est très marrant à faire là. Est-ce que tu es prêt? Oui, pas trop. Let's start at the very beginning. Bah oui, on va pas commencer par la fin. When you read, you begin with A, B, C. So when you sing, you begin with Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. The first three notes just happen to be Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti. Do, a deer, a female deer, a rain, a drop of golden sun. A name I call myself, far along the way to run. So, a little holy friend, a note to follow soul. A trip with John and Brent, that will bring us back to go. A female deer, a drop of golden sun. A name I call myself, far along the way to run. So, little pony flags, a note to follow soul. Gee, I drink with jam and bread, but to bring us back to go. Voilà. Ok. Voilà, donc, tu vois un peu plus légère à deux. Voilà. Alors il y a des moments légers, il y a des moments profonds, il y a des moments intenses. Voilà, on passe un peu par toutes les émotions. Mais voilà, tout s'articule autour de ce jeu entre les deux personnages et on peut visiter cet univers, mais à travers notre petite histoire à l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc ça, ce sont les deux projets, on va dire, que tu mènes de front. Je mène parmi tant d'autres. Mais voilà, ceux-là, au moins, ils sont sortis du carton, ils sont sortis du cocon et ils existent. Il y en a plein d'autres qui sont encore à la maison. Oui. Donc, avant le confinement à laquel nous avons tous été confrontés, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une casquette d'enseignant, d'intervenant, dans le cadre de formation. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, je faisais déjà ça un petit peu comme ça, parfois pour rendre service à des amis qui me disaient est-ce que tu peux me donner des conseils en chant, en danse, parce qu'ils savaient que c'était mon activité principale, mon métier.
Et ça se passait bien et je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'aimais cette façon de partager ce que j'avais acquis moi-même et reçu d'autres personnes, à tel point que j'ai fini par voilà, structurer aussi cette partie de mes activités pour en faire une activité à part entière. Alors, je me suis vraiment au début inspiré de tout ce que j'avais pu voir dans les différents cours que moi-même j'avais suivis. J'ai fini par suivre une formation. J'ai été à l'école Atlas pour devenir un intervenant professionnel. Mais voilà, j'avais quand même appris beaucoup de choses sur le terrain. Ça, c'était pour un petit peu valider les acquis de mon expérience, en quelque sorte, que j'ai fait ça au niveau de l'Atlas. Mais voilà, donc depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, j'enseigne parallèlement à mes activités d'artiste. J'enseigne principalement le chant, alors la technique de chant, bien sûr, mais aussi le coaching et l'accompagnement d'artistes pour préparer des dates, préparer des spectacles, préparer des concerts, des auditions, ou alors un accompagnement au long cours pour des groupes qui auraient besoin de se structurer et d'avoir un œil extérieur, si tu veux, sur justement leurs prestations. Ça va du travail musical à la manière de présenter un groupe, à la scénographie et même au conseil sur l'environnement professionnel. Il y a plein de choses qu'on peut apporter à travers ce qu'on appelle l'accompagnement, terme validé par le ministère de la Culture. Voilà, c'est vraiment accompagner un groupe, accompagner un artiste pour qu'il se développe et qu'il puisse devenir professionnel. Donc, je mène cela parallèlement à mes activités d'artiste. Et pendant la période de confinement, bien évidemment, ça s'est réduit. Mais heureusement, comme nous sommes là actuellement, quasiment en visioconférence, une partie du travail de cours peut se faire également de cette manière. C'est ça. Donc, le numérique a cette vertu, en tout cas, c'est de pouvoir continuer à entretenir un lien, j'imagine, avec certains élèves et de profiter de cette période d'éloignement pour voilà, garder un contact et pourquoi pas donner certains cours même qui sont… Bien sûr. Bien sûr. Ça m'amène à te parler de justement cette période, puisque tu voulais, je pense, me questionner dessus. Une partie des choses que j'ai pu faire, c'est ça, c'est expérimenter le travail de coaching et d'enseignement via Internet. Je ne dirais pas que j'ai été réfractaire, mais jusque-là, je ne l'utilisais pas. Je ne l'utilisais pas parce que j'avais un fonctionnement en présentiel qui se passait très bien et j'ai un lieu, une structure pour cela. Mais là, par la force des choses, une partie de mes élèves m'ont posé la question, m'ont demandé si ça m'intéressait de le faire. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Voyons voir si ça peut être intéressant. Alors, c'est une manière différente de fonctionner. J'avais déjà regardé des modèles de collègues qui travaillaient de cette façon ou de sites qui proposent ce type de formation, de téléformation. Elle permet de faire d'autres choses. Ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais comme tu l'as dit, ça permet de maintenir un lien et de continuer de progresser pour ceux qui sont en cours de formation, de ne pas avoir la sensation, justement, pour une raison ou une autre, d'être obligé de s'arrêter et de repartir ensuite, donc en ayant la sensation d'avoir perdu quelque chose. Là, on peut quand même entretenir le mécanisme pour ce qui est du chant, et l'audio, la qualité du son est suffisante, et le visuel aussi, pour que je puisse apporter des correctifs, des modifications, donner des conseils. Donc, pendant cette période de confinement, j'ai continué d'enseigner via Internet, effectivement. D'accord. Je ne t'ai pas posé la question des thématiques qui t'inspirent sur tes titres originaux. Tu m'as pas posé la question et d'ailleurs la réponse il n'y en a pas une. Je sais que chaque artiste fonctionne un peu différemment à ce niveau-là. Je me souviens qu'à mes débuts, je notais sur un calepin, je notais des thèmes, je notais des thématiques même qui m'intéressaient et je me disais que j'allais les utiliser, les exploiter pour ensuite créer des chansons, par exemple, ou des spectacles. Aujourd'hui, je fonctionne plus vraiment comme ça. Je sens que je suis tout le temps rempli d'idées. Bon, il peut arriver ponctuellement que quelque chose de précis déclenche une envie d'écrire, par exemple. Mais en fait, non, ça se passe plus comme ça. Ça me prend beaucoup dans mon sommeil, beaucoup quand je dors. Je rêve mes chansons. Donc, soit je me réveille
et je me mets vite au travail pour pas oublier les idées. Soit c'est au petit matin, j'ai un souvenir plus ou moins clair, et là aussi j'essaie de recoller les morceaux et d'enregistrer un maximum de choses. Mais tu vois, ça se passe beaucoup plus comme ça, de façon intuitive. Et donc les thèmes sont aussi variés que la vie. Ça part absolument dans toutes les directions. Là où je vais donner peut-être une unité parfois, c'est sur l'habillement musical, et encore. Mais en fait, je ne me conditionne plus, je n'ai pas des thèmes favoris. C'est plutôt les thèmes qui viennent à moi. D'accord. Encore une autre question musicale, plutôt sur un contexte général. Toi qui es auteur, compositeur, interprète, j'imagine que ton intérêt, c'est de faire de la scène, puisque je vais essayer de te dire ça autrement. La rémunération de la vente de titres musicaux aujourd'hui est quand même compliquée. Pour parler de l'effondrement de la vente de disques, évidemment, de l'aspect numérisation de la chose, mais qui rétribue évidemment beaucoup moins que la vente d'albums comme ça l'a été dans les années et les décennies précédentes. Donc, pour un artiste comme toi qui est auteur, compositeur, interprète, donc qui a un album de titres, tu as peut-être plus envie de faire de la scène, enfin j'imagine forcément c'est la finalité de la chose, mais en termes de rétribution, comment tu te positionnes par rapport à ça? Cette problématique financière, je dirais, que peut t'apporter le fruit de ta création. Je crois que plus que jamais, c'est le fait d'être polyvalent qui nous permet de nous en sortir aujourd'hui. Mais j'avais déjà cette idée-là, puisque je t'ai expliqué que dès le départ, j'avais l'envie d'être polyvalent. Donc, je suis auteur, compositeur, interprète, mais je suis enseignant, je fais du montage vidéo, je suis en train de me former à l'animation et aux effets spéciaux vidéo en 3D, je suis danseur, je suis chorégraphe. Si tu veux, c'est grâce à la multiplicité, la diversité de mes activités que financièrement, je peux m'en sortir. Donc, la scène, bien sûr, mais heureusement pour moi que j'ai aussi d'autres choses que la scène, parce que sinon, dans une période où on n'a pas le droit de faire de scène, par exemple, comment on fait? Alors, il y a eu des mini-concerts qui ont été faits via Internet, mais là, très honnêtement, autant l'enseignement via Skype ou autre messagerie est possible, autant les concerts en mode confiné, pour moi, c'est pas pérenne. Ça ne peut pas fonctionner sur la durée. On le fait parce qu'on se sent étouffé. Je pense que les artistes eux-mêmes se sentent étouffés, donc ils ont proposé cela. Et une partie du public a consommé, mais c'est pas ça qu'on veut. Ça peut pas fonctionner comme ça sur la durée. Donc, on a besoin de se retrouver sur scène. La scène, effectivement, est un moyen aujourd'hui plus lucratif que la vente de disques. Donc, il faut que ça reparte en ce sens. Mais il faudrait aussi, surtout, que c'est en train de se faire. Mais il faudrait que ce soit effectif assez rapidement, que la révision des barèmes de rétribution des artistes en termes de vente, donc que ce soit du streaming vidéo ou du streaming audio, revienne à peu près à ce qu'elle était à l'époque où on vendait du disque physique. La solution, elle est là. Parce que tant que c'est des clopinettes, il y a une forme de déséquilibre, pour ne pas dire d'injustice, à la faveur des plateformes et à la défaveur des créateurs. Oui, tout à fait. Voilà ce que je peux dire modestement à mon niveau. On est obligé de trouver des solutions de substitution, mais parce qu'il y a une situation déséquilibrée sur le marché du disque. Oui, c'est ça. Ok, donc une période de confinement quand même occupée. Quand même occupée, alors par ça, parce que ce que je t'ai dit, l'enseignement, et puis aussi j'ai eu la chance de pouvoir assez rapidement m'éloigner un petit peu de mon appartement parisien. Et je t'ai dit au début de notre entretien que j'avais des origines gabonaises et françaises, et du côté de ma mère, il se trouve que je suis périgourdin. Et quand j'étais enfant, j'ai passé une très grande partie de mes vacances à être dans la terre, à avoir les mains dans la terre, à avoir des activités champêtres. Et donc, j'ai pu, non pas renouer parce que j'avais pas coupé, mais j'ai pu occuper une partie de mon temps à produire, à planter, à semer, à récolter, avoir un rapport plus proche avec la nature. Et je dois dire que ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Donc voilà, une partie de mon temps était consacrée à ça aussi. Ok, activité, on va dire éloignée de l'artistique, mais qui le champêtre.
voilà, plus champêtre, mais qui t'apporte aussi une satisfaction autrement. Complètement. Quand tu crées, que tu composes, enfin, moi, je fais partie des gens qui composent mieux lorsqu'ils se sentent, sereins. Je sais qu'il y a des gens qui composent dans le stress, dans la tension. Moi, je compose plutôt dans la sérénité. Ça me vient plus facilement lorsque je me sens apaisé. Apaisé. Oui. Ok. Nous sommes à 1h13 déjà d'entretien. Le temps passe. Déjà. C'est bien, c'est qu'il y avait matière. Allez, on va finir par l'après. Cette période de confinement, évidemment, cessera un jour. Qu'en sera-t-il pour toi? J'imagine une reprise de tes activités d'enseignant dans un cadre plus classique, plus conventionnel. Et puis peut-être des projets à venir, j'imagine. Tu es toujours en phase de création, peut-être, de titres et de collaboration à venir. Oui, bien sûr. Alors, les activités d'enseignement, d'ailleurs, ont déjà repris pour une partie d'entre elles. J'ai déjà une partie de mes élèves qui sont revenus travailler, puisqu'en fait, on travaille en cours particulier, donc nous sommes 2 dans un studio. Nous pouvons respecter les règles de distanciation physique. Donc ça recommence doucement et ça va se réinstaller, sauf s'il y a à nouveau un confinement, ce que je ne souhaite pas, bien entendu. Et puis, alors pour ce qui est des prestations, on est tous en attente de la réouverture des lieux de prestations, des lieux de diffusion artistique. Mais même quand ça va réouvrir, on sait bien qu'il va y avoir une période de transition et peut-être même des règles qui vont faire en sorte que ce ne sera pas exactement comme avant. Ça ne nous empêche pas en tout cas moi, ça ne m'empêche pas de préparer des choses, de créer des choses. J'ai un single en préparation, j'ai des tas parmi les titres que je t'ai fait écouter tout à l'heure, il y en a certains qui sont en finition d'arrangement aussi pour être mis sur l'album. Mon spectacle, il doit être revisité. Il y a ce projet de création en vidéo 3D que je voudrais développer parce que la production d'œuvres qui soient, si tu veux, des mini-clips audiovisuels avec de la 3D et de la composition musicale. Donc, partir sur un format comme celui-là, ça m'intéresse. Tu vois, pas forcément avec l'artiste en visuel, mais avec plutôt de la création graphique de l'artiste et de la création sonore. Et proposer cela en streaming, par exemple, et pourquoi pas en support physique, mais en streaming forcément, c'est quelque chose que je vais développer là prochainement. D'accord. Donc un nouveau projet, on va dire, artistique. Voilà, un de plus. À part entière, oui, non, de toute façon. Tu l'as dit, le propre de l'artiste, c'est de créer, d'avoir des projets dans les tiroirs, maintenant dans les ordis, évidemment en permanence. Ok, bon, bah, un avenir qui sera encore rempli de nouvelles aventures. Absolument, absolument. Bon, merci Felco. Peut-être une dernière chose à rajouter, tu voulais peut-être… Je voulais te remercier, évidemment, moi aussi, de m'avoir donné et de nous la donner, cette tribune. Je t'encourage à continuer. Je pense que tu n'auras jamais de problème, de difficulté à trouver des personnes qui voudront venir s'exprimer chez toi. Et j'espère, je te souhaite que l'audience grandisse, que tu obtiennes également à travers ce travail une forme de reconnaissance en nous permettant à nous tous de nous exprimer. Donc merci pour ça. Ben, je t'en prie. Encore une fois, la vocation de Culture & Co, c'était de donner la parole ouverte aux artistes et sur un format évidemment sur Internet qui est quand même très long, parce qu'on sait que le numérique est plutôt friand de formats courts. On zappe, format Kleenex, on regarde 10 secondes, 15 secondes et très vite on a tendance à zapper. Bon voilà, moi je voulais, cette période de confinement m'y a incité, donner la parole à des gens pour effectivement présenter leur travail vraiment en détail depuis leur début jusqu'à aujourd'hui, leur cheminement, leur collaboration, leurs influences, leurs aspirations, vraiment de pouvoir avoir comme ça tout un champ et un éventail bien large à présenter en profondeur et très en détail. Je pense que c'est important et rare, je trouve, à ma connaissance, sont les formats qui permettent aux artistes de s'exprimer comme ça de façon ouverte et je dirais avec une certaine profondeur, en tout cas dans la présentation de ce qu'ils font. Donc évidemment que j'espère
pérenniser ce format et le faire évoluer dans ce sens-là. Merci à tous ceux qui nous regardent. Et puis, je leur dis à très bientôt sur scène. Et tous ceux qui vont nous regarder peut-être en différé, un peu plus tard, puisque les podcasts vont rester disponibles, je leur dis également à très bientôt en chair et en os. C'est ça. Merci Felco. Au plaisir de te revoir et puis à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.